La parole est à Monsieur Philippe Séguin. Le temps n'est pas limité, mes chers collègues. Je le proclame donc d'emblée, dès lors que l'entrée de la France dans l'Europe de Maastricht constitue bien l'acte historique qu'a évoqué le président de la République, il serait normal, nécessaire, légitime, indispensable que la parole soit donnée au peuple. Non point que je conteste la légitimité de cette Assemblée. Je ne me suis pas associé au cœur de ceux qui, il y a quelques semaines, ne trouvaient pas de mots assez durs pour l'abaisser, pour réclamer sa dissolution, voire même proposer son autodissolution. Je constate d'ailleurs la contradiction dans laquelle s'enferment aujourd'hui nombre d'entre eux en se refusant à l'idée d'un référendum. Ce que je veux seulement dire, c'est que le recours à la voie parlementaire est contraire à l'esprit de notre pacte social, car ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. C'est en outre une faute politique lourde, car c'est refuser de donner à un engagement aussi grave la sacralisation dont il a besoin. Et ne changerait rien à l'affaire la manœuvre qui consisterait ultérieurement à ne faire ratifier par le peuple que ce que le Parlement aurait déjà décidé. Non, foin d'argussie, il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Qu'on m'entende bien, je ne viens ici donner de leçons à personne, alors qu'en retour, on veuille bien respecter ma propre démarche. Je me serais d'ailleurs bien passé d'être là. Il eût mieux valu, à l'évidence, que des voix plus fortes que la mienne engagent le combat. Elles ne l'ont pas souhaité, je me garderai de les juger. Je me contente de faire et d'assumer un autre choix. Ce n'est pas si facile. À la décharge des absents, je reconnais en effet bien volontiers que le conformisme ambiant, pour ne pas dire le véritable terrorisme intellectuel qui règne aujourd'hui, disqualifie par avance quiconque n'adhère pas à la nouvelle croyance et l'expose littéralement à l'invective. Qui veut se démarquer du culte fédéral est aussitôt tenu par les faiseurs d'opinion, et on l'a encore constaté cet après-midi, au mieux pour un contempteur de la modernité, un nostalgique ou un primaire, au pire pour un nationaliste forcené, tout prêt à renvoyer l'Europe aux vieux démons qui ont si souvent fait son malheur. Mais il est des moments où ce qui est en cause est tellement important que tout doit s'effacer. Et je ne parle pas ici au nom d'une France contre l'autre, car dès lors qu'il s'agit de la France, de la République et de la démocratie, il ne peut pas être question de la droite et de la gauche. Ce qui est en jeu est au-delà des partis, au-delà des clivages les plus naturels, au-delà des oppositions les plus légitimes, au-delà des querelles les plus anciennes,
puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Cette communauté de destin est gravement mise en péril par les accords, alors que ceux-ci ne sont ni la condition de la prospérité, ni la condition de la paix. Dans le monde tel qu'il est, l'idéal, comme le réalisme, commandait de faire prévaloir une toute autre conception de l'Europe. Voilà ce que je voudrais maintenant développer devant vous. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, qu'on ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Beau cadeau d'anniversaire que nous font les pharisiens du bicentenaire pour les 200 ans de cette République qu'ils encensent dans leurs discours et risquent de ruiner par leurs actes. Oh, je sais bien qu'on veut à tout prix minimiser les enjeux et nous faire croire que nous ne cédons rien d'essentiel en ce qui concerne notre indépendance. Je sais bien qu'il est de bon ton aujourd'hui de disserter à l'infini sur la signification même du concept de souveraineté, de le décomposer en menus morceaux, d'affirmer qu'il admet de multiples exceptions, que la souveraineté monétaire, ce n'est pas du tout la même chose que l'identité collective, laquelle ne courrait aucun risque, ou encore que l'impôt, la défense, les affaires étrangères, au fond, ne jouent qu'un rôle relatif dans l'exercice de la souveraineté. Toutes ces arguties, en réalité, n'ont qu'un but, vider de sa signification ce mot gênant pour qu'il n'en soit plus question dans le débat. La méthode est habile. En présentant chaque abandon parcellaire comme n'étant pas en soi décisif, on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Le procédé n'est pas nouveau. Depuis 2500 ans, grâce à lui, de demi-longueur en demi-longueur, Achille court toujours derrière la tortue de Zénon, sans jamais la rattraper. Seulement, ce n'est là qu'un paradoxe. Dans la réalité, Achille gagne bel et bien la course, et de même, à force de renoncement, aussi ténu que soit chacun d'eux, on va bel et bien finir par vider la souveraineté de son contenu. Car il s'agit là d'une notion globale, indivisible comme un nombre premier. On est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. La souveraineté est par essence un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. Un peuple souverain n'a de comptes à rendre à personne et n'a vis-à-vis des autres que les devoirs et les obligations qu'il choisit librement de s'imposer à lui-même. Souvenez-vous du cri de Chateaubriand à la tribune de la Chambre en 1816 « Si l'Europe civilisée voulait m'imposer la charte, j'irais vivre à Constantinople. » La souveraineté, cela ne se divise pas, cela ne se partage pas non plus, et bien sûr, cela ne se limite pas. Rappelons-nous d'ailleurs, pour avoir un exemple plus récent que vous appelez de vos vœux, ce que put signifier pendant le printemps de Prague la doctrine brejnevienne de la souveraineté limitée. Tant il est vrai que la souveraineté divisée, la souveraineté partagée, la souveraineté limitée sont autant d'expressions pour signifier qu'il n'y a plus du tout de souveraineté. Et de fait, quand on accepte de prendre des décisions à la majorité sur des questions cruciales,
Et dès lors que ces décisions s'imposent à tous, sans pouvoir jamais être remises en cause ultérieurement à l'échelon national, on passe clairement de la concertation à l'intégration. Aussi, quand on nous dit que les accords de Maastricht organisent une union d'États fondée sur la coopération intergouvernementale, on travestit délibérément la réalité. Tout au contraire, ces accords visent à rendre inapplicable le droit de veto et à créer des mécanismes qui échappent totalement aux États. En fait, ce traité est un anti-compromis de Luxembourg, en tant qu'il interdit non seulement aux parlements nationaux, mais aussi au gouvernement de faire prévaloir l'intérêt national quand il est en cause, puisque chacun s'engage à éviter autant que possible d'empêcher qu'il y ait unanimité lorsqu'une majorité qualifiée est favorable à la décision. Cela est vrai pour la politique monétaire et pour la politique sociale, mais cela sera vrai aussi pour la politique étrangère et la politique de défense. D'ailleurs, vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, les pays membres prennent même l'engagement de ne défendre que des positions communes au sein des organisations internationales, et cet engagement vaut aussi pour la France et le Royaume-Uni en leur qualité de membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, situation qui est contraire aux dispositions de la Charte et que plusieurs de nos partenaires interprètent déjà, nous le savons, comme une transition vers le transfert de ces 2 sièges à la Communauté. Tout ce dispositif est donc fort peu respectueux de la souveraineté des États membres, tant en ce qui concerne la nature des règles de décision que le caractère irréversible des transferts de pouvoir envisagés. Cessons donc de tricher, de dissimuler, de jouer sur les mots, de multiplier les sophismes. L'alternative est claire, nous devons choisir de conserver notre souveraineté ou d'y renoncer. Il est temps de nous demander comment nous en sommes arrivés à considérer cette question incongrue il y a quelques mois encore comme presque banale.